Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Je ne suis pas très grande, donc bien bas. Voilà. C'est bon? Merci. D'accord. Peut-être avant de me présenter, je voudrais remercier le CRIS de m'avoir mis dans ce programme. Il y a quelques mois, en fait, quand j'ai vu que le thème de cet institut d'été, c'était le suicide en lien avec le travail, et qu'on était exactement en train de travailler sur les mêmes sujets à Paris, dans l'institution dans laquelle je travaille, je me suis proposé d'intervenir ici. Et je voulais juste, avant de commencer, dire que je suis vraiment très contente d'être là. J'ai assisté aux 3 journées, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. Je suis vraiment admirative, je crois que le mot n'est pas trop fort, devant les travaux qui ont été présentés. Ce que j'ai particulièrement apprécié, et j'avoue que nous, j'ai l'impression un peu plus de mal à le faire en France, c'est cette articulation entre les réflexions des chercheurs et les réflexions des intervenants en prévention du suicide que vous êtes la plupart. Ces allers-retours entre les pratiques de terrain et la recherche, c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui permet de faire du transfert des connaissances de l'un vers l'autre. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces journées. Voilà, donc je vais d'abord en quelques diapositives vous expliquer en fait d'où je parle pour que vous compreniez dans quel contexte je me situe, et après je vous présenterai en fait des réflexions et des pistes de recherche sur les questions de santé mentale et de suicide. Alors je vais être un peu plus large que le simple lien avec le travail. Je vais aussi parler du lien un peu avec le chômage et aussi avec la précarité professionnelle. Et donc ces pistes de réflexion et de recherche sont issues de séminaires de recherche qu'on a conduits. Et donc là, je vous présente un peu une synthèse de plein de séminaires qu'on a organisés. Et j'espère que ça vous intéressera. Quand on passe à la fin d'un colloque, il y a toujours un peu un risque qu'on répète des choses qui ont déjà été dites. Donc j'espère que pour vous, ce ne sera pas que des choses déjà entendues. Voilà, donc en fait, je travaille au ministère de la Santé, donc à Paris. Et au sein de ce ministère, je suis plus précisément dans une direction qui est chargée de statistiques et de recherche sur toutes les questions de santé, mais aussi les questions sociales. Voilà, donc c'est une direction qui produit des statistiques, qui produit des études. Et moi, je suis responsable d'une petite mission qui s'appelle la mission recherche. Et nous, notre rôle, je vais l'expliquer, c'est un peu de financer des recherches sur toutes les questions de santé et les questions sociales. Et au sein de notre direction a aussi été créé en 2013 l'Observatoire national du suicide. Et donc je suis aussi en charge de piloter cet observatoire. Voilà, alors le rôle de la mission recherche que j'anime au sein de cette direction des statistiques, c'est un peu d'essayer de faire une interface entre les chercheurs et les administrations. C'est-à-dire que la même manière que le CRIS essaye de faire un peu l'interface entre les chercheurs et les intervenants de terrain, et nous, on est un peu plus tourné vers les administrations, c'est-à-dire les autres services du ministère ou les services en région du ministère, avec l'idée très ambitieuse, parce que c'est très difficile, que nos recherches alimentent un peu les décisions qui sont prises au sein du ministère. Plus largement, on essaye aussi d'avoir des interactions avec les professionnels de santé ou les professionnels de l'action sociale, avec les associations dans ces domaines de la santé et du social, avec les élus, avec les patients, avec les usagers. Mais voilà, donc on est essentiellement tourné notre objectif, c'est essentiellement de faire un peu un rôle d'interface. Donc comment est-ce qu'on travaille au sein de la mission recherche ? En fait, on anime et on finance des programmes de recherche. Qu'est-ce qu'on entend par programme de recherche ? C'est en fait un processus qui s'étale pour chaque programme sur 5 ou 6 ans, en fait. On essaye généralement de commencer par un séminaire de réflexion pour identifier sur le thème qu'on va traiter les questions qui sont insuffisamment traitées par la recherche. Les questions sur lesquelles il y a des attentes des acteurs,
de nos collègues du ministère qui sont dans les directions plus opérationnelles pour essayer de voir quelle recherche il faudrait financer, sur quelles questions il faudrait financer des recherches. Donc, je vous ai mis ici une petite liste des thèmes sur lesquels on a travaillé. Donc, c'est très large. Il y a le handicap, la perte d'autonomie, l'organisation des soins en psychiatrie, les inégalités sociales de santé, l'économie collaborative et la protection sociale, etc. Et donc, en 2018, on a initié un programme de recherche sur la santé mentale, les expériences du travail, du chômage et de la précarité. Donc, je vais vous faire un peu le point de tout ce qui a été dit à ce séminaire. Et juste pour poursuivre ce qu'est un programme de recherche, une fois qu'on a fait l'état des connaissances et l'état des questions qui restent à investiguer, on lance un appel à recherche. Et ensuite, on sélectionne des recherches, on les finance. Et on suit aussi les équipes de recherche en les faisant venir sur toute la durée de la recherche. On essaie de les faire venir au moins 3 fois au ministère et on organise des colloques pour qu'ils présentent les résultats de leur recherche. Et ensuite, on essaye de les accompagner aussi dans la valorisation des résultats de leur recherche. Voilà, donc comme ce séminaire il a lieu en 2018, il y a eu 4 séances sur ce thème de la santé mentale et des expériences du travail, du chômage et de la précarité. Et tout début avril, là, on a lancé un appel à recherche avec toutes les questions qu'on avait identifiées. Et donc, on attend pour la mi-juillet des réponses, des projets de recherche qui vont être soumis dans le cadre de ce programme. Et donc, comme je vous le disais, depuis 2013, ma mission est aussi en charge du pilotage de l'Observatoire national du suicide. Et là, justement, en 2019, on a traité de la question du suicide lié au travail. Voilà, donc ce sont avec un peu le même principe. On a fait des séances de travail où on a demandé à des experts du domaine de nous dire qu'est-ce qu'on sait et finalement qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. Et tout ça, on l'a inscrit dans un même appel à recherche. Est-ce que c'est à peu près clair? Voilà. Alors, quelques mots sur l'Observatoire national du suicide. Donc, il n'est pas très vieux, en fait, puisqu'il date de 2013. Mais c'est quelque chose qui avait été demandé par les experts français du domaine, notamment par les psychiatres depuis très longtemps. Et donc, en 2013, la ministre de la Santé a décidé de créer cet observatoire et de le confier donc, à la direction où je travaille. Et parce qu'on est une direction statistique, c'est un observatoire qui a essentiellement vocation à coordonner en fait toutes les données qui existent sur le suicide, les tentatives de suicide et les idéations suicidaires, parce qu'en fait les données, les études étaient assez dispersées, et donc le rôle de l'observatoire, c'est de rassembler ces données dans des rapports et aussi d'essayer d'améliorer ces données, c'est-à-dire d'améliorer les connaissances statistiques qu'on a du phénomène du suicide et des tentatives de suicide. Par ailleurs, et là c'est plus au sein de l'Observatoire mon rôle à moi, on essaye d'identifier donc les questions de recherche pertinentes et de les financer. Et donc en fait l'Observatoire, il n'a pas vraiment vocation à conseiller le ministère sur les politiques de prévention. Il y a une autre direction avec laquelle on travaille qui est plus sur des recommandations en termes de qu'est-ce qu'il faut faire pour la politique de la prévention. Nous, on fait plus des recommandations sur comment on peut améliorer les connaissances, comment on peut améliorer les systèmes d'information pour savoir plus de choses sur le suicide et les tentatives de suicide. Et donc cet observatoire produit un rapport environ tous les 18 mois qui porte sur différentes thématiques et qui comporte donc aussi des fiches statistiques. Il est composé d'environ 50 membres. Donc c'est un observatoire assez conséquent. Il y a tout d'abord des experts, des psychiatres, un médecin du travail, un médecin scolaire, un médecin urgentiste. Il y a beaucoup de sociologues, des psychologues, des gériatres, etc. On a 8 associations de prévention du suicide qui participent, dont une qui est l'Union nationale de la prévention du suicide qui regroupe un grand nombre d'associations. On a 7 ministères qui participent en tout, puisque, évidemment, c'est une question interministérielle. Au-delà du ministère de la Santé, il y a le ministère du Travail, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de l'Agriculture. Il y a de nombreuses administrations qui participent, des centres d'études et de recherche, les caisses de protection sociale et aussi des acteurs en région.
Donc, comment est-ce qu'on travaille? En fait, à peu près 3 à 4 fois par an, on se réunit en assemblée plénière et puis on a des groupes de travail. On a un premier groupe de travail qui se concentre vraiment sur l'amélioration des données statistiques et l'autre groupe qui est plus sur les questions de recherche. On essaie le plus possible d'avoir une approche interdisciplinaire de la question du suicide. Et on essaye, comme vous ici, d'articuler un petit peu des travaux scientifiques et des réflexions d'acteurs de terrain. Et évidemment, on mène des réflexions très générales. On a réfléchi à l'éthique de la prévention du suicide, au rôle que jouent les associations de prévention du suicide, mais on fait aussi des travaux sur des populations plus spécifiques, comme par exemple les personnes âgées, les jeunes, etc. Donc vous avez ici les pages de couverture des 3 premiers rapports de l'Observatoire. Ils sont disponibles en téléchargement libre d'accès sur le site de l'Observatoire qui vous sera donné à la fin de mon diaporama. Voilà, donc on essaye aussi, la synthèse du rapport est traduite en anglais. Bon, vous parlez le français, donc c'est pas le lieu ici, mais voilà. J'ai une collègue aussi qui réalise une veille stratégique, c'est-à-dire qu'elle fait là c'est juste l'entête du document qu'elle produit, c'est en fait un document avec l'ensemble de l'actualité documentaire sur le suicide. Donc elle s'appuie sur à peu près 150 revues scientifiques. Seulement une trentaine sont des revues françaises, toutes les autres sont des revues internationales. Et elle fait une veille sur tout ce qui sort sur le suicide. Elle fait aussi une veille sur les émissions télévisées, les émissions radiophoniques, sur les colloques, etc. Si vous êtes intéressé de recevoir cette veille, elle en produit une à peu près toutes les 3 semaines, parce que c'est très impressionnant tout ce qui est publié sur le suicide et sur la prévention du suicide. Donc si vous souhaitez être abonné, donc, vous pouvez lui écrire, vous trouverez aussi toutes les informations sur le site. Et la veille est aussi mise à disposition directement sur le site, donc vous pouvez aller consulter les anciens numéros. Juste quelques informations sur les appels à recherche qu'on a lancés depuis le début de l'Observatoire. En 2015, comme on démarrait, on a lancé un appel très général sur la prévention du suicide. Mais du coup, on a reçu, je crois, 28 projets en réponse. Et c'était évidemment sur des thématiques très variées. Et on a financé 5 recherches qui sont actuellement du coup sur le point de s'achever, puisqu'elles ont démarré en 2016. Donc il y en avait une qui portait sur la vulnérabilité au suicide, une autre sur la détection du risque chez les adolescents, une autre sur l'efficacité de l'écoute à distance, donc les associations qui font de l'aide à distance, une autre sur le suicide de la personne âgée et une dernière sur le suicide et le travail. En 2018, on a lancé un appel à recherche sur les comportements suicidaires des adolescents. On a reçu 19 projets en réponse. Et j'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là. On a retenu 4 projets. Et ce qui était intéressant, c'est que les 4 qu'on a retenus proposaient en fait un peu un changement de paradigme, c'est-à-dire les 4 recherches, alors qu'elles sont portées par des disciplines très différentes, les 4 proposent en fait de ne plus se concentrer sur une identification des facteurs de risque, mais d'essayer de réfléchir aux trajectoires qui précèdent le geste suicidaire chez les adolescents pour essayer de vraiment identifier comment tous les facteurs se combinent dans cette trajectoire et pour réfléchir à où, du coup, on peut intervenir pour faire de la prévention chez les jeunes. Et puis donc en 2019, on vient de lancer cet appel à recherche sur la santé mentale, le suicide et les expériences du travail, du chômage et de la précarité. Et donc on attend les projets pour le mois de juillet. On a déjà des retours, on sait qu'on aura pas mal de projets parce que, comme vous le savez peut-être, c'est un sujet qui fait l'actualité en France actuellement avec de nombreux suicides et puis surtout le procès des dirigeants de France Télécom et aussi depuis le début de l'année, de nombreux suicides dans la police.
C'est-à-dire que dans la police, au mois d'avril de cette année, on avait déjà autant de suicides que sur l'ensemble d'une année il y a 2-3 ans. Donc voilà. Donc maintenant, tout ce que je vais vous présenter, en fait, s'appuie sur ce séminaire qui portait sur la santé mentale et les 2 séances de travail qui ont porté plus spécifiquement sur le suicide lié au travail. Et donc, en tout, c'est environ 25 contributions de chercheurs que je vais mobiliser pour vous faire un état de la réflexion. Et puis, je vais aussi m'appuyer sur des résultats d'enquêtes statistiques récentes. Alors, en fait, donc, du coup, comme les séminaires qu'on a menés visaient essentiellement à faire le point sur les connaissances, mais ma présentation s'appuiera sur qu'est-ce qu'on sait à peu près, qu'est-ce qu'on sait déjà et qu'est-ce qu'on sait moins et sur quoi il faudrait faire des recherches. Et ça, je vais le faire selon 3 points. D'abord, les questions de santé mentale et de suicide en lien avec le milieu de travail, ce dont on a parlé depuis le début ici. La santé mentale et le suicide en lien avec la précarité professionnelle et le chômage, parce que paradoxalement, le constat qu'on a fait, c'est qu'au niveau international, il y a pas mal de travaux sur l'impact du chômage sur la santé mentale et le suicide. Et comme ça a été rappelé, en fait, les gens au chômage se suicident plus que les gens au travail. Par contre, en France, finalement, c'est un peu un angle mort. Donc, en tout cas pour la situation française, il nous a semblé que c'était important qu'il y ait des nouvelles recherches là-dessus, parce qu'il y a très peu de travaux, finalement, sur la situation en France. En plus, il y a des liens, je pense qu'on ne peut pas complètement les séparer, c'est-à-dire que les gens qui sont en emploi mais qui vont mal pour plein de raisons, ce sont potentiellement les chômeurs de demain. Donc en fait, on ne peut pas complètement séparer le lien entre le suicide et le travail et le suicide et le chômage. Ce sont des choses qui sont imbriquées. Et après, je vous parlerai un petit peu de prévention. Donc d'abord, la santé mentale et le suicide en lien avec le travail. Je vais redire ici ce qui a été dit par plusieurs autres personnes, et dont par M. Michara tout à l'heure. C'est que, en fait, le travail il a un effet ambivalent sur la santé mentale. Je reprends ici le titre d'un ouvrage de Christian Baudelot et Michel Golac, « Travailler pour être heureux, le bonheur et le travail en France ». C'est un livre qui est paru en 2003. Mais qui rappelle donc que le travail protège la santé mentale. Il peut être source de bonheur, de satisfaction et de dignité, mais malheureusement aussi peut avoir complètement l'effet inverse. Et notamment, les conditions de travail et les changements organisationnels peuvent créer une souffrance mentale qui peut pousser au geste suicidaire. Donc, comme M. Suarez hier, je vais parler de conditions de travail. Qu'est-ce que là je mets derrière? C'est beaucoup les horaires de travail, l'intensité du travail, les rythmes. Et les changements organisationnels, c'est plutôt tout ce qui est les restructurations de services, les changements de logiciels, tout ce qui... les changements organisationnels, c'est vraiment quand l'organisation du travail change, c'est-à-dire quand dans une entreprise, on change la manière de travailler. Et on sait, il y a énormément de travaux, qu'il y a des conditions de travail qui peuvent être délétères et que les changements organisationnels, notamment lorsqu'ils sont accompagnés d'un changement très rapide, de choses assez brutales, et peuvent faire souffrir au travail. Donc, c'est vrai que ça a été dit par beaucoup là, pendant ces 3 jours, que le travail est ambivalent, mais je trouve que finalement, on oublie parfois de réfléchir aux aspects du travail qui peuvent rendre heureux. Et je pense qu'il y a encore pas mal de recherches à faire sur c'est quoi les facteurs qui font souffrir et c'est quoi les facteurs qui, au contraire, protègent. Je pense qu'on n'a pas complètement... on l'a bien vu là dans les présentations, souvent les facteurs protecteurs, ils sont assez généraux et on ne sait pas précisément en fait comment ces facteurs protègent véritablement au travail. Alors, je vous ai listé ici un certain nombre d'ouvrages d'auteurs français. Ce sont je pense que vous les connaissez peut-être. Hein. Notamment Christophe Dejour a été beaucoup cité hier par
les deux personnes qui travaillent sur les infirmières. Donc, c'est le spécialiste de la psychodynamique du travail. Il y a Yves Claude, Daniel Linhart, Dominique Villiers. Ce ne sont que des exemples. Vous retrouverez ces références dans la bibliographie que j'ai mis à la fin. Mais c'est juste pour dire ici que ces ouvrages, ils jouent un rôle majeur actuellement en France, parce qu'ils ne laissent pas de doute sur le fait que les conditions de travail, les changements organisationnels peuvent faire souffrir. Et ces travaux, ce sont souvent des travaux plutôt qualitatifs qui décrivent de manière, donc qui s'appuient sur des enquêtes qualitatives. On a interrogé des personnes au travail et ces travaux décrivent assez finement, de manière qualitative, les processus qui sont à l'œuvre, comment la souffrance peut s'installer au travail, par quels mécanismes. Et je pense que, d'ailleurs, un certain nombre de ces personnes ont été auditionnées, ont été mobilisées par l'avocate qui défend les familles des personnes suicidées dans le cas de France Télécom, parce que leurs ouvrages, en fait, sont vraiment majeurs et décrivent très clairement qu'il ne peut pas y avoir de doute. Pourquoi je dis qu'il ne peut pas y avoir de doute? Parce que, comme ça a été dit par plusieurs des intervenants, régulièrement, on remet en avant que c'est la fragilité des individus qui explique la souffrance au travail. Quand quelqu'un se suicide, c'est très facile de dire c'est pas son travail, mais c'est lui qui était fragile. Et ça reste vrai, alors qu'on a ici des travaux de recherche qui montrent clairement que l'organisation du travail peut être responsable de cette souffrance. Alors, qu'est-ce que ces travaux nous disent? Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que M. Suarez a fait une jolie démonstration hier de comment le lean management, le toyotisme et toutes ces évolutions peuvent provoquer de la souffrance au travail. En France, ce qu'on sait, c'est que depuis les années 80-90, il y a eu une intensification du travail, qu'ont été introduits des nouveaux instruments de contrôle, des procédures standardisées qui font que ces instruments ont été introduits pour accroître la rentabilité des entreprises et que ces nouveaux instruments exercent une pression croissante sur les individus. C'est la pression à la performance, il faut être performant. On exige des employés qui soient de plus en plus flexibles, qui soient mobiles, et même on met en concurrence les salariés entre eux pour en fait, comment vous disiez, diviser pour mieux régner. Voilà. À cela se rajoute souvent donc, ce que j'appelle les changements organisationnels permanents. Il y a beaucoup d'entreprises qui restructurent régulièrement les services, il y a des réductions d'effectifs, on oblige les salariés à changer de logiciel, on déménage, on chamboule tout. Et donc les travaux que je viens d'évoquer montrent clairement que ces changements organisationnels peuvent créer de la souffrance. Et donc Daniel Linhart, qui est sociologue, au cours de notre séminaire, a dit « Les professionnels sont transformés en apprentis à vie ». Ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'avec ces changements permanents, on essaie de casser les habitudes au travail, on oblige les employés à s'adapter tout le temps à de nouvelles conditions, et du coup, ça peut créer de l'épuisement. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces nouvelles procédures d'organisation du travail, de changement permanent, ça affaiblit les collectifs de travail. Donc il y a moins de support, de soutien des collectifs de travail, tout en mobilisant davantage encore l'investissement personnel. Et ces travaux ont mis en évidence deux caractéristiques essentielles de ce qui peut se jouer dans le travail. C'est donc l'activité empêchée, la souffrance éthique, on en a parlé hier. La souffrance éthique, c'est quand les personnes au travail ne peuvent plus réaliser leur travail tel qu'elles le conçoivent. On l'a vu dans le cas des infirmières. Et l'autre notion, c'est la perte du pouvoir d'agir. Je ne sais plus quel est le nom de la première intervenante du premier jour qui a beaucoup utilisé cette notion aussi. C'est lorsque les personnes se voient, par l'organisation du travail, limiter leur champ d'action possible.
ils ne sont plus maîtres de leur travail. Voilà, donc c'est vraiment deux notions que ces travaux ont mis en évidence, la souffrance éthique et la perte du pouvoir d'agir. Et c'est vraiment deux caractéristiques essentielles dans ces processus de création de souffrance au travail. Alors maintenant, ce que l'on sait moins. Alors nous, ce qu'on a identifié comme question, c'est que, en fait, on sait assez peu finalement précisément sur ce qui se passe dans le travail, face aux exigences, face aux contraintes du travail, quelles sont les ressources que les travailleurs mobilisent, les ressources qu'ils créent, et au contraire, les ressources qui leur manquent pour faire face. Alors justement, j'ai trouvé que, comme dans cet institut, on a entendu des présentations qui étaient très proches de ce qui se passe sur le terrain. Il y a certains de vos travaux qui permettent un petit peu de comprendre ce que les personnes mobilisent ou pas. Mais nous, c'est une des questions qu'on a identifiées comme manquantes. C'est quoi les défenses que les gens mettent en place pour tenir au travail ? C'est quoi ce qui leur manque pour faire face à ces contraintes, aux difficultés rencontrées dans le travail ? Un deuxième point qui a été identifié, c'est qu'on sait qu'actuellement, dans beaucoup d'entreprises, il y a un peu des nouveaux modes de gestion qui se mettent en place. Ça s'appelle le slow management, les entreprises libérées, le management bienveillant, les organisations responsabilisantes. Par contre, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière ces nouvelles méthodes de gestion des entreprises. On ne connaît pas leur diffusion dans les entreprises. On ne sait pas en pratique ce que ça veut dire, comment c'est mis en œuvre, et surtout, on ne sait pas les effets que ça a sur la santé mentale. Ce qu'on soupçonne, c'est que ce sont des méthodes qui... donc, l'idée globale derrière ces méthodes, c'est de dire on va encore plus donner de possibilités aux individus de maîtriser leur travail, et en même temps, on essaie un petit peu de développer la coopération entre les salariés. Donc on pourrait se dire, c'est exactement ce qu'on a dit depuis ces jours, que c'est ce qui manque. Il faut plus de coopération entre les salariés. Mais on ne sait pas du tout si ces innovations, finalement, réussissent à modifier en profondeur ces méthodes de travail et ces méthodes de gestion du travail. Un troisième point je pense que c'est peut-être une question que vous avez aussi ici au Canada, c'est qu'il y a actuellement plein de nouvelles formes d'emploi qui apparaissent. De plus en plus de gens qui fonctionnent comme, en France on parle d'auto-entrepreneurs, des gens qui sont à leur compte mais qui en même temps travaillent pour un seul donneur d'ordre. Il y a tous ces salariés qui travaillent pour... non, ils ne sont pas salariés justement, tous ces travailleurs qui travaillent pour les plateformes numériques, les livreurs à vélo, etc. Donc il y a plein de nouvelles formes d'emploi. Il y a aussi plein de nouvelles formes de travail. Le télétravail se développe beaucoup en France. Et tout ça, ça crée des conditions d'astreinte au travail qui sont vraiment inédites. On autorise le télétravail, mais en même temps, on exige des gens qui soient disponibles pour leur travail beaucoup plus. Et tout ça, toutes ces formes nouvelles d'emploi et de travail, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé mentale. Notamment aussi tous ces travailleurs qui, en fait, n'ont pas de bureau, qui travaillent de chez eux, qui travaillent dans les cafés, qui travaillent dans les pépinières d'entreprise. Est-ce que c'est bon pour la santé mentale ? Souvent, c'est revendiqué par les plus jeunes comme c'est un espace de liberté, je travaille quand je veux, où je veux. Mais en fait, est-ce que ça ne crée pas des astreintes inédites par rapport au travail ? Et est-ce que du coup, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé mentale ? Voilà, donc ça, c'est un petit peu les questions que nous, on a identifiées comme n'ayant pas encore beaucoup de réponses. Alors, ce que je voulais vous dire aussi sur la santé mentale et le suicide au travail, c'est qu'il y a eu une avancée majeure en France en 2011. C'est un rapport qui a été élaboré par un collège d'experts sous la direction de Michel Golac, qui est sociologue et statisticien,
C'est un rapport sur les risques psychosociaux, en sachant que ce terme est très discuté, hein. Mais ce rapport a le mérite d'identifier 6 types de facteurs de risques psychosociaux qui sont énumérés ici. Et ce rapport va très loin au sens où il va presque jusqu'à donner les questions qu'il faut poser dans les enquêtes pour mesurer l'intensité du travail, le temps de travail, les exigences émotionnelles du travail, l'autonomie ou le manque d'autonomie. Et donc ce rapport, il a eu le mérite d'être beaucoup discuté, jusque dans les entreprises, dans la société. Et surtout, du coup, les questionnaires d'enquête statistique sont harmonisés depuis. C'est-à-dire que toutes les enquêtes qui posent des questions sur le travail posent à peu près les questions de la même manière, ce qui les rend comparables dans le temps, d'une enquête à l'autre, etc. Et surtout, ça a permis de faire progresser la mesure statistique de ces conditions de travail qui peuvent provoquer des risques au travail. Et surtout, ça a un peu validé les travaux qualitatifs dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que quand M. Suarez est intervenu hier, c'est un petit peu la même chose, hein. Ça, ce sont comme on disait, les ingrédients de la soupe. Voilà, c'est ça. Et donc ce rapport, ça a été une avancée majeure parce que ça a permis de quantifier ce qui se passe au travail, alors qu'il y avait déjà plein de travaux qualitatifs qui décrivaient les choses finement. Mais parfois, pour que les choses avancent, on a besoin d'une quantification dans les entreprises. Combien il y a de salariés qui disent qu'ils manquent d'autonomie dans leur travail? Combien il y a de salariés qui disent qu'ils sont en souffrance éthique parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail comme ils le souhaitent? Alors justement, donc on a au ministère du Travail, il y a une enquête sur les conditions de travail et les risques psychosociaux qui est menée régulièrement tous les 3-4 ans. Donc les 2 dernières éditions, c'est 2013 et 2016. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les questions ont un petit peu évolué, mais maintenant, elles ne bougent plus trop depuis ce rapport Golac. Mais on peut voir un petit peu en évolution ce qui se passe. Et entre les 2 dernières éditions, les statisticiens du ministère du Travail ont montré que on a une intensité du travail qui est très élevée en France. Les personnes au travail disent aussi de plus en plus qu'elles n'ont plus d'autonomie, qu'elles n'ont plus de marge de manœuvre dans leur travail. Donc ça continue de baisser, c'est-à-dire l'autonomie baisse. Normalement, ce n'est pas de l'autonomie contrôlée, c'est de l'autonomie tout court. Et d'un autre côté, entre les 2 dernières éditions, on a vu qu'il y a des choses qui, au contraire, s'améliorent. Les gens disent que leur charge mentale il y a moins de gens qui disent qu'ils ont une charge mentale importante. L'émotion au travail est stabilisée aussi. Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils sont assez soutenus dans leur travail, que le soutien social est fort. Et on observe aussi un recul des comportements hostiles. Voilà, les statisticiens là, ont sorti, donc l'enquête était en 2016, le temps d'avoir les résultats, les études statistiques sont sorties récemment, et donc ça interroge un petit peu. Et du point de vue de la recherche, nous, ce qu'on essaye beaucoup de promouvoir, c'est des allers-retours entre ces résultats quantitatifs et les travaux qualitatifs, parce que les résultats quantitatifs, c'est bien parce que ça permet de montrer notamment des évolutions, mais pour comprendre là ce qui se passe exactement, il faut aussi des travaux qualitatifs. Maintenant, je vais venir un peu plus précisément sur la question du suicide au travail. Donc en fait, jusque dans les années 90, l'auteur qui a le plus fait avancer la réflexion sur le suicide en lien avec le travail, c'est Christophe Dejour. Lui, il dit que jusque dans les années 90, en fait, on ne parlait pas vraiment du suicide au travail. Alors, sans doute pas parce que ça n'existait pas, mais lui, la description qu'il en fait, c'est que jusque dans les années 90, en fait, dans les métiers surtout traditionnellement masculins, les travailleurs, en fait, ils avaient des stratégies défensives lorsqu'ils étaient en souffrance au travail, et notamment lorsque un collègue exprimait une souffrance au travail,
les autres prenaient en charge en fait cette souffrance, ou alors lorsqu'elle n'était pas prise en charge par les collègues, la personne éventuellement se suicidait, mais en dehors du travail. Donc finalement, le suicide sur le lieu de travail, où on pouvait établir un lien facilement avec le travail, n'était pas très fréquent. Et puis après, on a vu ce phénomène du suicide au travail monter en charge. Et Christophe Dejour, en fait, dit que ces suicides résultent le plus souvent de la surcharge de travail et de l'absence de coopération. Donc ça rejoint les résultats que vous avez montrés hier. Mais aussi que ça résulte de cet effritement des collectifs de travail. Ce qu'il a souligné aussi, parce qu'il l'a vu dans les travaux qualitatifs qu'il a conduits, c'est que paradoxalement, les personnes qui se suicident au travail sont souvent très performantes au travail. Et donc ça vient contredire l'idée encore assez répandue que les personnes qui se suicident, elles sont fragiles. Là, au contraire, dans les suicides qui ont un lien avec le travail, c'est très net que les personnes, en fait, étaient très performantes au travail et donc qu'elles ont vraiment été poussées jusqu'au bout. Voilà, malgré donc toutes ces connaissances, il y a encore une question que finalement on ne sait pas, c'est est-ce que s'il y avait plus de coopération au travail et moins de charge de travail, est-ce que finalement on les éviterait ces suicides ? Parce que ce qu'on sait, c'est que la surcharge de travail et l'absence de coopération conduit au suicide, mais est-ce que si finalement on essayait d'avoir des organisations du travail, il y a plus de coopération, est-ce qu'on arriverait à éviter ces suicides ? Encore quelques autres réflexions. On a beaucoup discuté à l'Observatoire du suicide, est-ce que le travail c'est la cause du suicide ou pas ? Et donc Dominique L'Huillier a, je pense, bien synthétisé les réflexions en disant le travail est rarement la cause d'un suicide, mais il est souvent en cause dans un suicide donné. Donc, et je pense que c'est ça toute l'ambiguïté du suicide dans le milieu de travail, c'est qu'il n'y a pas un seul facteur, mais le travail est quand même souvent en cause dans un suicide. Voilà. Alors, quelques éléments aussi sur... nous, en France, on est dans la même situation que vous ici, c'est-à-dire que le nombre de suicides est connu à partir des certificats de décès. Donc, c'est les certificats qui sont établis lorsque le médecin constate qu'il y a un décès. Et évidemment, dans ce certificat de décès, on n'a aucune information sur est-ce que la personne était en emploi ou pas. Et on n'a pas non plus d'informations sur sa profession. Donc nous, aujourd'hui, on est dans une situation où, à part, comme chez vous, quelques professions où on décompte explicitement les suicides. Donc il y a les agriculteurs. C'est la caisse de protection sociale des agriculteurs qui procède au décompte. Les policiers, parce que là, c'est le ministère de l'Intérieur qui procède au décompte. En fait, on ne sait pas le nombre de suicides, de décès par suicide dans les différentes professions. Et en fait, ça nous manque vraiment actuellement. Nous, à l'Observatoire, on est tout le temps interpellés sur ça. Les journalistes nous interpellent sur ça parce qu'on parle du suicide des policiers. Et donc, on nous dit, mais est-ce qu'il y en a plus que dans une autre profession ? Est-ce qu'il y en a plus que dans la population générale ? Et en fait, on est incapable de leur répondre. Le reste, j'en ai déjà un peu parlé. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous, c'est aussi un peu questionné sur le lien entre la santé mentale et le suicide avec les situations de chômage et les situations de précarité professionnelle. Alors, évidemment, ce lien entre le chômage et la précarité et la santé mentale, il est tout aussi compliqué que le lien avec le travail parce que les gens qui ont une mauvaise santé mentale, ils sont plus à risque d'être chômeurs ou d'être en situation de précarité. Et d'un autre côté, les problèmes de santé mentale peuvent vous conduire au chômage ou faire que vous occupez des emplois moins rémunérateurs, des emplois de courte durée, des emplois où les conditions de travail sont mauvaises. Et donc, en fait, on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va.
Et je pense que c'est même encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire que les effets sont complexifiés par le fait que les gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui sont dans des situations d'emploi précaire ou au chômage sont globalement dans des parcours de vie avec des contextes assez défavorables. Et donc c'est un ensemble, en fait. C'est un peu comme chercher si la santé mentale est apparue avec le travail, ou le problème de santé mentale est apparu avec le travail, ou est-ce qu'il était là déjà avant. Je pense que c'est complètement illusoire, de la même manière que c'est illusoire de se demander, mais est-ce que c'est le chômage qui fait que cette personne est dépressive, a des troubles anxieux, ou est-ce que c'est parce qu'elle était dépressive et des troubles anxieux qu'elle est au chômage? En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça veut dire que il faut continuer à faire des travaux de recherche sur ces questions-là, parce qu'en fait, c'est pas simple et c'est pas clair. Alors quand même, il y a des choses qu'on sait, c'est que la précarité de l'emploi et du travail, donc quand je dis précarité de l'emploi, c'est plutôt emploi de courte durée, emploi à temps partiel, les gens qui occupent plusieurs emplois de courte durée. Et précarité du travail, c'est plutôt des mauvaises conditions de travail. Ça, on sait que c'est délétère pour la santé mentale. Les travailleurs précaires sont en effet confrontés à une très grande incertitude. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, s'ils auront encore un emploi. Donc c'est des trajectoires très heurtées et qui créent de l'incertitude. Et ça, on sait que ça peut détruire la santé mentale d'une personne. Le chômage, en fait, ça rajoute en quelque sorte encore un élément, c'est que lorsqu'une personne est au chômage, elle est généralement désocialisée. Et en plus, elle perd l'estime de soi, elle se dévalorise, et donc ça contribue encore plus à détériorer sa santé mentale. On a identifié des travaux assez intéressants. C'est une thèse de Nicolas Duvou qui travaille avec Serge Pogam. Vous avez les références à la fin de mon diaporama. C'est qu'on a cette catégorie très particulière des bénéficiaires d'aide sociale. Donc c'est les gens qui bénéficient d'un revenu minimum parce qu'elles n'ont pas d'emploi. Certaines cumulent ce revenu minimum avec une petite activité. Et de plus en plus, on exige de ces personnes des contreparties à ces aides. On exige qu'elles développent leur autonomie, on contrôle régulièrement leurs ressources, c'est-à-dire qu'il faut tous les 3 mois remplir un papier avec les ressources, avec les salaires qu'on touche, pour voir si on a toujours encore droit à ces aides. Et les travaux de Nicolas Duvou montrent vraiment que ça, c'est très difficile pour les personnes qui subissent ça. Le fait de devoir rendre compte tout le temps de combien je gagne, est-ce que je travaille suffisamment, est-ce que je travaille un peu plus que le mois précédent, donc j'ai droit à moins d'aide, et le mois d'après, j'ai perdu mon travail, donc il faut que je refasse des démarches pour avoir plus d'aide de nouveau. Alors, ce que l'on sait moins sur ces questions-là, c'est un peu la même chose que pour le travail. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des individus, finalement, qui résistent mieux que d'autres à une même exposition au chômage ou à la précarité? Quels sont les facteurs protecteurs? Il y a très peu de recherches sur ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle, c'est-à-dire les processus qui conduisent à la perte d'emploi ou à des trajectoires heurtées d'emploi ou à des trajectoires avec du chômage. Et comment est-ce qu'on pourrait prévenir ça? Parce que peut-être si on prévenait ça, on préviendrait aussi la santé mentale. Il y a assez peu de travaux aussi sur les effets combinés sur la santé psychique et mentale de la précarité professionnelle, c'est-à-dire l'instabilité de l'emploi, et la précarité financière. Parce qu'évidemment, quand on a des emplois instables et peu rémunérateurs, en plus, on a souvent une précarité financière, des difficultés de logement, des difficultés pour subvenir aux besoins de base. Et donc, comment tout ça agit sur la santé mentale, on ne sait pas trop. On sait assez peu de choses aussi sur est-ce que lorsqu'une personne qui a été au chômage reprend un emploi, reprend une activité, est-ce que finalement ces problèmes de santé mentale se résolvent, en fait, se résorbent ou pas? Il y a quelques travaux, il y a notamment une étude qualitative sur des femmes, parce que ça a été plus souvent des femmes qui ont été licenciées de chez Moulinex
et qui ont connu des épisodes de chômage après ce licenciement. Et la chercheuse a montré qu'en fait, tout dépend du type d'emploi, évidemment, qu'on retrouve. Si on a un emploi qui permet de se projeter un petit peu, un emploi de longue durée qui permet de se projeter un petit peu, les problèmes de santé mentale vont assez vite se résorber parce que la personne se dit « ça y est, j'ai retrouvé un emploi, je peux commencer de nouveau à me projeter », alors que si c'est des emplois de courte durée ou précaires, en fait, les problèmes vont perdurer. Une autre question aussi qui est posée, c'est finalement les personnes qui occupent des emplois précaires par rapport aux chômeurs. En fait, c'est quoi la pire des situations ? Est-ce que occuper un emploi, même si c'est que quelques heures par semaine, même si c'est pas très rémunérateur, est-ce que c'est mieux finalement que la situation de chômage ? Ou est-ce qu'au contraire c'est pire parce que occuper un emploi quelques heures qui oblige à courir, qui par exemple nécessite d'avoir un mode de garde pour les enfants, mais alors qu'on travaille que quelques heures et qu'on gagne pas beaucoup d'argent, est-ce que ça rajoute pas des contraintes par rapport à finalement la situation de chômage ? Il y a une question aussi qui peut-être apparaît chez vous aussi, c'est que comme on recule l'âge de départ à la retraite, ce qu'on observe en France, c'est beaucoup de personnes qui se retrouvent au chômage juste avant la retraite. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur la santé mentale ? Ou des personnes, en fait, qui ont des problèmes de santé, donc, qui peuvent être des problèmes de santé physique, qui ne sont pas forcément liés au travail, mais parce qu'avec l'avancée en âge, il y a des maladies chroniques qui s'installent. Et les progrès de la médecine font que ces personnes peuvent continuer à travailler, mais parfois dans des conditions qui ne sont pas faciles du tout. Et donc tout ça, c'est des situations nouvelles qui apparaissent et on sait assez peu de choses sur les effets sur la santé mentale. Voilà, maintenant quelques réflexions plus précisément sur les liens entre le chômage et le suicide. C'est ce que je vous disais un peu en introduction. Nous, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a assez peu de travaux en France sur la situation française, du lien entre chômage et suicide. Il y a une étude récente qui s'est intéressée aux effets de la crise de 2008, qui a montré que le taux de suicide a augmenté, mais uniquement chez les hommes, et uniquement chez les hommes de 25 à 49 ans. C'est un résultat qui a été trouvé dans d'autres pays. Mais on a très peu de choses. Un autre point qui nous semble important, c'est qu'on a une situation en France où quand on travaille, on a accès à la médecine du travail. Alors la médecine du travail connaît des difficultés parce qu'il y a de moins en moins de médecins du travail, mais quand même, il y a la médecine du travail. Et au moment où on perd son emploi, eh ben on perd aussi cette médecine du travail. Et donc on perd cette médecine du travail à un moment où justement on est fragilisé. Et en plus, donc ça c'est Michel Debout, un psychiatre qui participe à l'Observatoire, qui vraiment insiste beaucoup sur cette question-là, c'est que le chômage, c'est un événement traumatique. Le moment où une personne perd son emploi, c'est un événement traumatique. Et comme en plus, il n'y a plus, à part son médecin généraliste, son médecin de ville, mais qui souvent il ne va pas voir parce qu'en plus il n'a plus d'argent, eh ben, il perd en plus la médecine du travail. Et donc, les problèmes de santé mentale sont plus importants et en plus sont complètement occultés puisque plus personne ne les voit. Voilà, peut-être ça va dans le timing. Je ne sais pas du tout. C'est bon. Voilà. Dans les séminaires qu'on a conduits, on a aussi eu des présentations sur les questions de prévention. J'ai distingué ici la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc la prévention primaire, c'est pour essayer de limiter les causes. La prévention secondaire, c'est les dispositifs qui sont mis en place pour essayer de faire face aux problèmes de santé mentale. Et la prévention tertiaire, c'est quand les problèmes de santé mentale sont là, voir comment on peut les réparer. Donc ici,
Je vais citer un peu les travaux des juristes qui sont intervenus à l'Observatoire du suicide. Je ne suis pas du tout juriste, mais Monsieur Micharal a évoqué dans son intervention, en France, en fait, on a une loi qui impose à l'employeur de protéger la santé physique et la santé mentale de ses salariés. Et il y a eu beaucoup de débats pour savoir s'il suffisait de dire il a l'obligation de protéger la santé de ses salariés ou est-ce qu'il fallait préciser physique et mental. Et donc, il a été choisi de préciser physique et mental. Parce que sinon, effectivement, il y avait le risque que la santé mentale elle soit oubliée. Parce que la préservation de la santé physique, c'est intégré dans les entreprises où il y a, dans l'industrie, où il y a des risques. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour protéger la santé physique, mais la santé mentale devait être intégrée aussi. Et surtout, il y a en fait une obligation de sécurité de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement l'employeur, il doit essayer de prévenir les risques pour la santé physique et pour la santé mentale au travail, mais en plus, il doit tout faire pour essayer d'éviter le risque. Et donc, justement, quand il y a un risque qui se produit, par exemple un suicide au travail, ça peut être, grâce à cette loi, être interprété comme l'employeur n'a pas tout fait pour éviter le risque. Et donc, quand un suicide se produit sur le lieu de travail, la responsabilité de l'employeur peut être engagée. En fait, comme il a manqué à cette obligation de résultat, comme il n'a pas réussi à éviter le risque, il peut être soumis à la faute inexcusable, en fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et c'est notamment ce qui permet, dans les cas de suicide au travail, de réfléchir à la réparation de ces suicides au travail, puisque l'employeur peut être en fait, accusé de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Néanmoins, si j'ai bien compris, la jurisprudence, évidemment, passe par là. Et le 25 novembre 2015, la Cour de cassation a en fait décidé d'abaisser la portée de cette obligation et notamment a avancé le fait qu'il suffit d'une obligation de sécurité de moyens renforcés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'employeur arrive à prouver qu'il a fait tout ce qu'il a pu, mais que malgré ça, le risque s'est produit, qu'en fait, il a mis en place des moyens renforcés, finalement, il ne va pas être responsable de ce qui est arrivé. Voilà, je suis désolée, sur ce point-là, je ne m'exprime pas très bien parce que je ne suis pas juriste et c'est vraiment très compliqué. Mais en tout cas, ce que disent les juristes, c'est que il y a évidemment l'impact de la jurisprudence va être très important. Et ce qui va sortir là du procès de France Télécom va évidemment alimenter cette jurisprudence et va avoir un effet très important. Et donc, il faut conduire des recherches en droit pour mieux identifier les questions qui se posent ici. Alors, en termes de... Donc, cette prise de conscience, il y a quand même une prise de conscience dans les entreprises qu'il faut prévenir la santé mentale. Et donc, en 2013, la direction statistique du ministère du Travail a fait une enquête sur les dispositifs que les entreprises mettent en place pour essayer de prévenir les risques de santé mentale au travail. Et cette enquête montre qu'il y a 24% des établissements qui ont mis en place des dispositifs collectifs de prévention de ces risques. Donc c'est quoi? C'est des aménagements d'horaires, c'est des modifications de l'organisation du travail, c'est des procédures de résolution des conflits. Et 22% ont mis en place des mesures individuelles. Et là, qu'est-ce que c'est? On fait appel à des coachs, on propose des stages de développement personnel, on essaye de proposer des stages de gestion du stress, etc. Et évidemment, ces mesures, ces dispositifs individuels sont beaucoup plus répandus dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, je n'ai pas mis le chiffre là, mais je crois que c'est 80% des grandes entreprises qui proposent ce type de dispositif, gestion du stress,
coaching pour les encadrants, etc. Là aussi, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est est-ce que tous ces dispositifs, elles ont des effets sur... est-ce que ça marche, quoi. On ne sait pas. Est-ce que ça permet de soulager les tensions au travail? Et surtout, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les dispositifs individuels, parce qu'il y a toujours... Ça renvoie au fait qu'on essaie toujours de tirer la responsabilité sur l'individu. Le problème est de dédouaner complètement le travail, et pour les entreprises de dire mais moi j'ai tout fait, j'ai proposé des stages de gestion du stress, j'ai proposé des choses, et on oublie qu'en fait très souvent c'est toute l'organisation du travail qui pose problème. J'en viens maintenant à la prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a eu une souffrance au travail, voire un suicide lié au travail. Et donc là, je vous cite quelques données de l'assurance maladie, parce qu'en France, quand il y a une souffrance, on peut soit le faire, alors quand elle peut être reconnue en accident du travail ou en maladie professionnelle. Et si j'ai bien compris les discussions de l'autre jour, il y a un petit peu le même souci que chez vous, c'est-à-dire que pour qu'une souffrance psychique puisse être reconnue en accident du travail, il faut identifier un événement ponctuel qu'on peut dater qui a provoqué cette souffrance. Donc, par exemple, un chauffeur de bus qui s'est fait insulter par des passagers et qui ensuite entre en dépression, on va identifier le fait qu'il y a eu là une insulte, une altercation avec des passagers. Et donc, la reconnaissance en accident du travail va être relativement facile. Il y a à peu près 10 000 personnes qui ont une souffrance psychique pour lesquelles il y a eu une reconnaissance en accident du travail par an. Là, c'est pour les chiffres de l'année 2016. Ça représente que 1,6% des accidents du travail. Donc, c'est en augmentation, mais on voit bien que c'est très peu par rapport à tous les autres accidents du travail. Et il y a à peu près 10 à 30 suicides par an en France qui sont reconnus comme accidents du travail. Alors, faire reconnaître une souffrance psychique en maladie professionnelle, là, c'est encore plus compliqué parce que la maladie professionnelle suppose effectivement qu'il y ait une exposition prolongée à un risque. Et surtout, cette reconnaissance, elle passe par des tableaux de maladies professionnelles. Or, il n'y a pas de tableau pour les maladies psychiques. Pour les autres maladies professionnelles, par exemple, il y a en fait une pathologie, un cancer des poumons. On sait qu'une exposition à un certain produit chimique pendant 10 ans peut provoquer un cancer du poumon. C'est dans un tableau. Si vous avez été exposé pendant 10 ans à ce produit chimique et que vous avez un cancer du poumon, c'est reconnu de façon automatique comme une maladie professionnelle. Pour les souffrances psychiques, il n'y a pas. C'est très difficile à faire, ce genre de tableau. Alors, depuis quelques années, il y a des demandes pour que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle. Mais pour l'instant, il n'y a aucun tableau, en fait, comme pour les autres types de maladies, qui permettent de faire reconnaître les souffrances psychiques en maladie professionnelle. Du coup, en 2016, il y a eu 596 reconnaissances. Alors, comment ces 596 reconnaissances, comment elles sont faites? En fait, du coup, comme il n'y a pas de tableau, il faut passer par une commission régionale qui étudie le dossier pour voir si effectivement la souffrance psychique est liée à une exposition, à un harcèlement qui a duré longtemps, à une souffrance quelconque qui a duré. Voilà, donc là aussi, évidemment, il y a beaucoup de questions de recherche derrière tout ça. C'est quels effets vont avoir la jurisprudence sur la reconnaissance de la souffrance psychique et du suicide en accident et en maladie professionnelle? Comment est-ce que les gens décident de faire reconnaître leur souffrance psychique comme un accident du travail ou une maladie professionnelle? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui, au contraire, facilite cette reconnaissance? Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout comment ça se passe. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc ici, je vous ai mis
l'adresse, le courriel de l'Observatoire du suicide. Donc DRES, c'est la Direction de la recherche, des études et des statistiques du ministère de la Santé, Observatoire national du suicide. Je vous ai mis le site internet, donc où vous pouvez trouver les rapports qu'on fait, la veille documentaire. Vous trouvez aussi les textes qui créent l'observatoire. Et puis dans les 3 diapos suivantes, je vous ai mis l'ensemble des références que j'ai mobilisées pour ce travail. Voilà. Et très bientôt, on va sortir les actes du séminaire sur la santé mentale d'ici quelques semaines. Donc vous pourrez y trouver l'ensemble des contributions des chercheurs qui sont intervenus à ce séminaire. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup.